Au nord-est de l'Angleterre, Cromer, dans le Norfolk. Nous sommes chez les Webster, une famille ordinaire. Mark est ouvrier, Nikki mère au foyer. Ils vivaient heureux avec leurs 3 enfants. Mais il y a 8 ans, soupçonnés d'être des parents maltraitants, leurs enfants leur sont retirés. Ça, c'est notre petite fille. C'est l'aînée. Elle avait 3 ans quand elle a été placée. C'est sa première photo d'école. Elle a presque 12 ans maintenant. Et j'aime bien cette photo. Ça, c'est notre fils aîné. Il allait avoir 2 ans quand ils nous l'ont pris. Il a 10 ans aujourd'hui. Et voilà notre bébé. Il avait 3 mois quand ils l'ont placé en famille d'accueil. La dernière fois que je l'ai vu, il avait 18 mois. Et quel âge a-t-il maintenant? Il a 8 ans. Il les a eus cet été. C'est bien de pouvoir garder ces photos, parce que c'est la preuve qu'ils ont vécu ici. Même si cela fait 8 ans qu'ils n'habitent plus dans cette maison, ils ont vécu ici un petit moment, et j'aime à penser qu'ils reviendront un jour. En 2009, la justice a totalement innocenté Nikki et Mark. Ils n'ont en aucun cas battu leurs enfants, mais pour autant, ils n'ont jamais pu les récupérer. Le drame des Webster n'est pas un cas isolé. Chaque année en Angleterre, des centaines d'enfants sont séparés à tort de leurs parents. Enquête au cœur de ce système qui broie la vie des familles. La vie de Nikki et Mark Webster a basculé un matin d'octobre 2003. Ce jour-là, leur petit garçon de 2 ans tombe gravement malade. C'était un dimanche. En me réveillant, j'ai vu que mon fils avait eu une très mauvaise nuit. Une nuit très agitée. Il n'avait pas bien dormi du tout. Et quand je suis allée le réveiller ce matin-là et que je lui ai enlevé son pyjama, sa jambe gauche, à partir du genou, était toute enflée et toute rouge. Désemparée, Nikki part en urgence emmener son fils à l'hôpital. Après quelques jours d'observation, les médecins font passer des radios au petit garçon et concluent: l'enfant souffre de 6 fractures, dans les côtes, aux 2 bras et aux 2 jambes. Pour les parents, c'est la stupeur et l'incompréhension. On ne savait pas du tout ce qui se passait dès la première fracture à la jambe. Et moi, je n'arrêtais pas de penser. C'était un gamin heureux. Il se conduisait bien. Je ne pouvais pas imaginer que quelqu'un puisse s'en prendre à lui. Les médecins vont faire une interprétation lourde de conséquences. Selon leur rapport, seul un adulte a pu faire du mal à leur fils. Les membres de l'enfant ont été tordus avec assez de force pour causer ces fractures. C'est alors que le piège va se refermer sur les Webster. Le jour même, ce rapport est transmis aux services sociaux du Norfolk. L'une de leurs missions, assurer la protection de l'enfance. Pour eux, il n'y a que les parents qui ont pu frapper leur enfant. Ils décident donc de leur retirer. Pour les Webster, c'est le début de l'engrenage. Les services sociaux leur annoncent que leurs 2 autres enfants sont aussi en danger s'ils restent avec eux. 2 jours plus tard, les services sociaux nous ont fait venir avec nos 2 autres enfants et nous ont dit « Vos enfants vont bien, ils sont en bonne santé, mais on doit quand même vous les retirer. » Quand je les ai regardés emmener nos enfants, je les regardais partir sans rien pouvoir faire. C'est un truc à vous rendre complètement dingue. Leurs 3 enfants sont placés en famille d'accueil. L'un pour maltraitance, les 2 autres par mesure de précaution. Nikki et Mark clament leur innocence. Mais quoi qu'ils fassent, tout se retourne contre eux. Ils ont essayé de me faire passer pour la grosse brute, le gars violent et énervé.
qui frappent les gosses et tout ce genre de trucs. Quand ils nous ont retiré les enfants et que je me suis mis en colère, ils ont utilisé ça contre moi, comme quoi j'étais à nouveau agressif. Mais moi, je dis toujours aux gens, on va voir si je vous retire vos enfants, comment vous allez réagir. Bien sûr que j'étais en colère, mais qui ne le serait pas si on lui retire ses gosses. En quelques jours, la vie des Webster est anéantie. Seulement 6 mois après le retrait de leurs enfants, la justice anglaise rend une première décision où elle condamne les parents. Voilà le jugement de mai 2004. La justice conclut que la mère et le père sont les seuls auteurs possibles de ces fractures. Là, c'est plié. Quand vous voyez ça, sachant que ça va être lu au tribunal, vous savez que vous avez perdu. Et il n'y avait rien d'autre que l'on puisse faire pour leur prouver qu'on n'avait rien fait de mal. Les Webster sont déchus de leurs droits parentaux. Aux yeux de la loi, ils ne sont plus les parents de leurs enfants. Une mesure qui n'existe pas en France, où même coupables de maltraitance, les parents conservent leur lien de filiation. La justice va jusqu'à interdire aux Webster de prononcer le prénom de leurs enfants en public. Ils doivent désormais utiliser des initiales. A, c'est notre fille aînée. B, notre deuxième enfant. Et C, notre bébé. Franchement, c'est cruel de forcer quelqu'un à appeler ses enfants par leur initiale. C'est vraiment injuste. Nous-mêmes, au cours de notre reportage, nous ne pourrons pas divulguer leurs prénoms. La loi anglaise l'interdit. Une des dernières fois qu'ils ont eu de leurs nouvelles, c'est par le biais de cette vidéo. En 2004, les services sociaux ont filmé leurs enfants dans leur famille d'accueil. Voilà leur fille, A. Leur garçon, B, l'enfant qu'ils sont accusés à tort d'avoir battu. Et leur bébé, C. Le plus cruel, c'est que cette vidéo était destinée aux parents candidats à l'adoption de leurs enfants. 2 ans après leur avoir été retirés, les enfants de Nikki et Mark ont en effet été adoptés. Mais en 2006, un rayon de soleil. Nikki accouche d'un petit garçon, Brandon. Le problème, c'est que les services sociaux pensent que les parents pourraient maltraiter leur nourrisson. Dès la sortie de l'hôpital, la petite famille va être obligée d'aller vivre à 2 heures de route de leur maison. Les services sociaux leur imposent un séjour forcé dans la ville de Peterborough, au cœur d'une résidence surveillée. C'est là, dans ce petit appartement, qu'ils vont habiter durant 5 mois. Dans chacune des pièces, il y a des micros qui enregistrent tout ce qui se passe 24 heures sur 24. Au moindre faux pas, les services sociaux se tiennent prêts à intervenir. Les Webster vont filmer cette mise à l'épreuve. Mark ne veut surtout pas la rater. Son droit d'être père est en jeu. On va pas se louper. On va être de gentils parents. On va faire tout ce qu'ils veulent. Et comme ça, on pourra récupérer Brandon. À la fin des 5 mois, en novembre 2006, les services sociaux estiment que le couple a réussi ses tests d'évaluation. La décision est validée par la justice. Nikki et Mark vont pouvoir garder Brandon. Un événement couvert par les médias britanniques. Durant 4 mois et demi, ils ont été surveillés 24 heures sur 24. Et ils ont subi 2 évaluations psychologiques et psychiatriques poussées. Ils ont prouvé qu'ils étaient de bons parents pour Brandon. Les Webster n'ont pas abandonné leur combat pour récupérer leurs 3 autres enfants. Quelques mois plus tard, le cas de leur fils, l'enfant B qu'ils auraient battu, est réexaminé.
La justice leur donne le droit de faire appel à de nouveaux experts médicaux. Et en 2007, c'est le coup de théâtre, comme le montre ce jugement. L'enfant souffrait d'une forme de scorbut et d'une déficience en fer, ce qui a eu pour effet sur son squelette de rendre ses os vulnérables et sujets à des fractures. En cause, une alimentation uniquement à base de lait de soja pendant pratiquement toute sa vie. B était en effet un enfant difficile qui refusait de s'alimenter. Il ne supportait que le lait de soja. Il ne buvait que cela. Il ne mangeait rien d'autre. Et je suis sûre que c'est ça qui a causé chez lui une déficience en vitamine C, ce qui a entraîné le scorbut. Parce que le lait de soja, et en particulier celui qu'on lui a donné, ne contenait pas de vitamine C. Et comme il ne buvait ni ne mangeait rien d'autre, il ne prenait pas de force. En 2009, le juge Nicholas Wall, après 6 ans de procédure, clôt le dossier des Webster en reconnaissant que cette histoire est un fiasco judiciaire. Cette affaire a été un désastre pour les parents. Ils ont été accusés à tort de maltraitance sur un de leurs enfants. Une affaire préoccupante et regrettable. La justice a donné raison aux parents, mais aussi incroyable que cela puisse paraître, Nikki et Mark ne peuvent récupérer leurs enfants, car en Angleterre, l'adoption est irrévocable. Nous avons contacté les services sociaux du Norfolk pour avoir des explications sur ce dossier dans lequel ils ont joué un rôle déterminant. Mais ils ont toujours refusé de nous répondre. En caméra cachée, nous nous rendons à leur siège. Mais le service de la communication va une nouvelle fois décliner notre demande. Mais pourquoi vous ne voulez pas me parler? Juste me parler. Ce n'est pas un problème. Bon, d'accord. Allez, au revoir. Merci. Le bas? Non, même pas descendre. La seule fois où les services sociaux du Norfolk sont sortis de leur silence dans l'affaire des Webster, c'est dans cette interview à la BBC. Lisa Christensen, le responsable, n'y formulera aucune excuse, s'abritant derrière l'avis des experts médicaux. Et vous êtes certaine de cela? Aussi certaine que les médecins peuvent l'être. Est-ce que les médecins peuvent se tromper? Bien sûr qu'ils le peuvent. Et c'est pourquoi plusieurs médecins ont pu donner leur avis. Et la famille aussi a eu la permission d'obtenir des expertises supplémentaires. Même son de cloche à l'hôpital du Norfolk. Alors que les Webster viennent d'être innocentés, l'hôpital publie ce communiqué où il apporte tout son soutien à ses médecins. Le scorbut est exceptionnellement rare au Royaume-Uni. Les médecins concernés ont agi en toute bonne foi, fidèles à leur devoir de protéger le bien-être de l'enfant. Ils continuent de bénéficier de notre soutien total. L'hôpital a toujours refusé de nous répondre. En caméra cachée, nous décidons de nous y rendre pour rencontrer les experts médicaux qui sont à l'origine du cauchemar des Webster. Nous nous heurtons à une responsable du service communication. Vous savez, ce cas est très compliqué. Il n'y a pas une seule raison, il y en a plusieurs. Oui, je comprends, mais justement, c'est important pour moi de parler aux médecins. Parce que cette erreur judiciaire s'est produite en raison de leur mauvais diagnostic. C'est pour ça que je voudrais leur parler. Oui, je comprends ce que vous voulez, mais ils ne voudront pas vous parler. Et puis derrière, il y avait tout un contexte. Les enfants avaient d'autres problèmes. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? Il y a d'autres éléments, je vous dis. Mais quel genre? Dites-moi, je voudrais savoir. Si vous regardez sur Internet, vous trouverez un tas d'informations. Mais donnez-moi une piste, des indices. Je vous dis, il se passait d'autres choses dans la famille, avec leurs enfants. Bref, il y avait d'autres problèmes. Quel genre d'autres problèmes dans la famille? Nous n'en saurons pas plus. Alors que les parents ont été mis hors de cause, la suspicion reste de mise. Dans leur combat, les Webster ont été soutenus par le député de leur région. Le parlementaire Norman Lamb dénonce les méthodes expéditives des services sociaux.
J'hésite à qualifier l'attitude de ces professionnels d'arrogante. Et pourtant, ils ont cru avoir des preuves et sont allés droit au but. C'est compliqué de se remettre en question, de se demander « est-ce que j'ai bien fait les choses ?» Mais tout bon professionnel devrait le faire. Surtout face à des parents qui clament avec autant d'insistance leur innocence. Selon le député, cette famille modeste a tout simplement été la victime de préjugés sociaux. Les services sociaux avaient une opinion négative sur la famille. Et ils se sont empressés de conclure qu'ils étaient coupables, ce qui était faux. Si les services sociaux anglais ont été aussi intraitables, c'est parce que le pays a été secoué par de nombreuses affaires de maltraitance. Des faits divers sordides, régulièrement relayés par les médias. Un père monstrueux secoue à mort son enfant. Une petite fille de 13 mois meurt sous les coups de ses parents. Maria Colwell avait 7 ans quand elle a été frappée à mort par son beau-père. La mort de Victoria pouvait être évitée. Mais l'affaire qui a le plus choqué l'opinion, c'est la mort en 2007 du petit Peter, à l'âge de 17 mois. Sa famille l'a affamé, mutilé et torturé sans répit. Bienvenue au journal de la BBC. La mère du petit Peter ainsi que son ami ont été incarcérés pour leur responsabilité dans sa mort. L'enfant est mort à l'âge de 17 mois, après avoir subi plus de 50 blessures. Dans les médias, l'affaire du petit Peter devient le scandale Baby P. Ce fait divers suscite l'indignation de toute l'Angleterre et a des répercussions jusqu'aux plus hautes sphères politiques. À la Chambre des communes, l'opposition s'empare de l'affaire. Son chef, qui est alors David Cameron, met en cause le gouvernement et l'incompétence des services sociaux. C'est l'histoire d'une fille qui n'avait pas la moindre idée de comment on élève un enfant. C'est l'histoire de son petit ami qui ne savait pas lire mais qui savait battre un gosse. Et c'est l'histoire des services sociaux qui gagnent des centaines de millions par an mais qui sont incapables de protéger nos enfants. Les services sociaux qui ont eu en charge le dossier Baby P sont sur le banc des accusés. Ils ont vu l'enfant plusieurs fois sans se rendre compte des sévices qu'il subissait. Lors du procès des responsables de la mort du petit Peter, dans la rue, c'est la colère. En Angleterre, les services sociaux dépendent du ministère de l'Éducation. Ici, on reconnaît que les polémiques autour de l'affaire Baby P ont eu des conséquences concrètes. C'est ce que nous explique la porte-parole du syndicat des travailleurs sociaux, Nushra Mansouri. Il y a eu beaucoup de pression, et à juste titre, de la part de l'opinion, concernant le sort des enfants vulnérables et aussi une certaine prise de conscience, parce que cette mort était si tragique, et la souffrance de cet enfant était tellement immense. Pour nous, c'est comme un avertissement qui nous est adressé. On peut très bien ne pas voir le danger. Suite à la mort du petit Peter, les services sociaux vont payer le prix fort. Restructuration, licenciement en cascade, mais ils vont surtout retirer plus d'enfants, comme le montrent ces statistiques officielles. On peut y voir l'impact du scandale Baby P sur les retraits d'enfants. Le procès Baby P a lieu en novembre 2008. En décembre, plus de 700 enfants sont retirés, au lieu de 500 2 mois auparavant. Depuis, en 2009, en 2010 et en 2011, le rythme n'a jamais baissé. La crainte d'une nouvelle affaire Baby P pousse depuis les travailleurs sociaux à voir la menace partout. Aucun d'eux n'a voulu être interviewé. Mais au cours de notre enquête, un travailleur social a accepté de nous rencontrer. Il ne sait pas qu'il est filmé. Je préfère en faire trop et l'enfant est en sécurité plutôt que ne pas en faire assez. Et l'enfant est maltraité. Donc, pour moi, il n'y a pas de problème. Je préfère faire une erreur en surprotégeant un enfant plutôt que l'inverse. Même si parfois, pour les parents biologiques, il y a cette souffrance de ne pas avoir leur enfant. Oui, c'est le genre de conséquences qu'il peut y avoir. Mais ça peut être pire si on n'agit pas de façon appropriée.
Un principe de précaution exacerbé qui a eu pour effet d'augmenter considérablement les retraits d'enfants. Ces 15 dernières années, ils ont augmenté de 50% en Angleterre. Du coup, il y a des avocats qui ont fait de la défense des familles dépossédées de leurs enfants leur spécialité. C'est le cas de Bill Beach. J'ai créé mon cabinet en juillet 2005. Et depuis l'ouverture, c'est difficile de donner des chiffres, mais je pense que j'ai dû traiter 1 millier de cas. Le problème, pour cet avocat, c'est que les parents n'ont pas le droit d'évoquer publiquement leur affaire. Une loi qui attente à leur liberté et qui les terrorise. C'est une loi qui est strictement appliquée. Et si les gens l'enfreignent, ils peuvent aller en prison pour outrage à la cour. Les parents risquent la prison et ils ne peuvent même pas appeler les médias à l'aide, car cette loi du silence s'applique aussi aux journalistes. Christopher Booker est un éditorialiste de renom au Sunday Telegraph, un journal très influent en Grande-Bretagne. Régulièrement, il dénonce le scandale des retraits abusifs d'enfants dans son pays. Mais à chaque fois qu'il écrit sur ces affaires-là, il doit être extrêmement prudent. Les enfants doivent rester anonymes. Il ne doit pas y avoir de possibilité pour les amis, les voisins, en fait, tout le monde de savoir où les enfants se trouvent. Mais ce qui m'a vraiment sauté aux yeux ces 2 dernières années, c'est que cette politique du secret sert en réalité à protéger les services sociaux, les autorités pour lesquelles ils travaillent, les juges et les avocats qui se font un gros paquet d'argent. Tout se passe derrière des portes closes, en toute opacité. Et cette politique du secret n'est donc pas faite pour protéger les intérêts de l'enfant, mais bien pour protéger le système lui-même. Au Royaume-Uni, le système de protection de l'enfance se fonde sur 4 critères pour retirer un enfant à sa famille. La violence physique, la violence sexuelle, la négligence et une 4e catégorie créée en 1991, l'abus émotionnel. Une forme de maltraitance psychologique, l'arme fatale des services sociaux anglais. Cette maman en a fait l'expérience. Fiona est anglaise, elle a 44 ans. En 2005, elle donne naissance à une petite fille, Emily. Mais les relations avec le père sont violentes. La police doit même intervenir. Les services sociaux sont alertés. Rapidement, le couple se sépare. Mais Fiona est une mère sous surveillance. Les services sociaux considèrent que son passé conjugal l'a rendue dépressive. Fiona vit avec Emily à Ascot, dans l'agglomération chic de Londres. Mais le 8 septembre 2010, elle va chercher à l'école sa fille âgée de 5 ans et tout va basculer. Elle est attendue par la directrice, mais aussi par les services sociaux. Ils m'ont dit, est-ce que vous allez bien? J'ai dit, plus ou moins, mais je voudrais avoir ma fille. Ils m'ont dit, est-ce que vous pouvez nous donner la permission de mettre votre fille dans une famille d'accueil? J'ai dit, mais qu'est-ce que vous me dites là? Une famille d'accueil, de quoi vous parlez là? Bien sûr que non, je ne vous donne pas la permission. La directrice, elle m'a dit, dites au revoir Fiona, maintenant. Alors j'ai dit, mais Emily, vous allez voir, ça va aller demain. Si vous allez, c'est par force que vous allez. Mais je ne suis pas d'accord avec ça. Et puis, la directrice est allée avec Emily vers notre sortie de l'école et ils l'ont pris, comme ça. Nous sommes allés voir la directrice de l'école pour connaître les motifs pour lesquels sa fille lui avait été retirée ce jour-là. Excusez-moi, Madame Gauss. Je ne veux pas vous parler aujourd'hui. Aujourd'hui, mais un autre jour. Je suis en vacances. Oui, je sais que ce sont les vacances, mais je peux peut-être prendre rendez-vous un autre jour. Je ne vois pas de quoi vous voulez me parler. Je ne comprends pas pourquoi vous êtes venu à l'école. Oui, mais juste une question. Je m'intéresse à une histoire en particulier. Vous connaissez Fiona, la mère d'Emily? Sa fille est à l'école ici. Ça m'intéresserait d'avoir votre avis là-dessus, sur cette histoire. Vous savez, la petite, elle a été placée. La directrice ne veut rien nous dire. Mais dans les faits, Fiona a été victime d'une dénonciation anonyme. C'est ce qu'indique ce rapport de police. La mère menace de se suicider.
l'aide de la police est requise. L'enfant encourt un risque d'abus émotionnel. Fiona aurait voulu se suicider. Pour les services sociaux, son état psychologique mettait en danger sa fille, Emily. Fiona a toujours contesté avoir envisagé de mettre fin à ses jours. Le rapport d'un psychiatre qu'elle a vu le 24 août 2010, soit 2 semaines avant qu'on lui retire sa fille, semble lui donner raison. Il y est écrit « Elle se sent triste, elle a un sommeil perturbé, mais elle n'a pas de pensée suicidaire. » De plus, son état ne semble pas affecter sa relation avec sa fille. C'est ce qu'atteste Charmaine, une autre amie de Fiona. Si Fiona n'avait pas pu s'en sortir, l'état d'Emily se serait détérioré. On aurait vu que Fiona ne prenait pas soin d'elle. Emily aurait souffert à l'école, son travail s'en serait ressenti. Elle n'aurait pas mangé à sa faim. Il n'y avait rien de tout cela. Quoi que Fiona fasse, Emily passait toujours en premier. En apparence, Fiona et sa fille vivaient en harmonie. Et pourtant, les services sociaux ont décidé de les séparer. Chaque année, les services sociaux retirent 10 000 enfants à leurs parents. Selon les associations, 1 millier seraient retirés à tort. Un phénomène qui inquiète les médias anglais. Cet État qui vole nos enfants en secret. Leurs critiques visent notamment le recours excessif à l'abus émotionnel. Même le célèbre Times prend le parti des parents victimes et écrit à propos de l'abus émotionnel : dans cette phrase nébuleuse se cache une injustice potentielle. Parmi ces journalistes d'investigation, Sue Reed. Elle officie au Daily Mail, un des quotidiens les plus lus outre-Manche. Pour elle, l'abus émotionnel est un piège, car il repose non pas sur ce que les parents ont fait, mais sur ce qu'ils pourraient faire. Les enfants sont retirés tout petits, ou quand ils ont 5 ou 6 ans, parce qu'on dit à leurs parents, il est possible que vous vous énerviez contre votre enfant ou que vous perdiez votre calme quand il sera un adolescent. 10 ans avant, on dit aux parents, vous pourriez ne pas vous contrôler. Je dis bien, vous pourriez. Et pour ne pas prendre ce risque-là, on vous retire votre enfant. L'abus émotionnel n'a pas vraiment d'équivalent dans le droit français. Cette avocate française qui travaille au barreau de Londres dénonce l'arbitraire de ce concept. C'est quelque chose qui émotionnellement peut affecter un enfant. Voilà. Donc oui, la mère crie trop, elle critique le gamin trop fort, ça couvre énormément de choses. C'est la définition fourre-tout. Moi, c'est comme ça que je le vois. Emotional abuse, on a tout dit quand on a dit ça. Résultat, le recours à l'abus émotionnel explose. Comparé à la violence physique, à la violence sexuelle et à la négligence, c'est le motif de retrait qui a le plus augmenté, plus de 163% en 10 ans. Annecy, dans l'est de la France. À 1 millier de kilomètres de sa fille Émilie, c'est ici que vit désormais Fiona. Elle a trouvé un travail d'aide maternelle dans cette école. Bye everyone. Bye Anna. Cela fait près de 2 ans que sa fille lui a été retirée pour être placée dans une famille d'accueil en Angleterre. Des fois, il me demande, il me pose des questions, comme « Est-ce que vous avez des enfants, maîtresse ?» Et je dis « Oui, j'en ai une. » Et il me demande où elle est. Alors j'essaie d'éviter. Vous espérez qu'elle vienne un jour ici? Ah oui, et elle va venir. Elle va venir, j'en suis certaine. Cette séparation a dévasté Fiona. 2 ans qu'elle remue ciel et terre pour récupérer sa fille. Aujourd'hui, elle vit dans cette grande maison vide. Tout est prêt pour accueillir Émilie. Une chambre l'attend avec toutes ses affaires. Des vêtements qui sont maintenant trop petits. Elle était très, très jolie enceinte. Ça lui allait encore quand ils m'ont pris, mon enfant. Et ce n'est plus la peine de garder ça. Ça, c'est jusqu'à 6 ans. Et ça lui va plus.
Alors, au lieu de la jeter, je vais lui donner à des gens qui ont vraiment besoin en France de ça. Et voilà. Désormais, ce qui relie la mère et la fille, ce sont ces quelques cartes. Il ne faut pas être psychiatre ni psychothérapeute pour comprendre cette carte. Il y a une maman qui a un très grand sourire et une fleur, une jolie fleur. L'image est joyeuse. Ils m'ont volé mon enfant. Ils vont pas me voler encore. Je ne veux pas me rendre dans la tristesse totale parce que ça sert à quoi pour Émilie? Il faut que je sois forte pour elle, même si c'est très dur. C'est incroyablement dur. C'est la chose la plus dure que j'ai jamais faite dans ma vie. En 1 an et demi, la petite Émilie a vécu dans 5 familles d'accueil différentes. Au début, les services sociaux anglais ont autorisé la mère à voir sa fille 1 fois par semaine. Ils appellent cela des sessions de contact. Justement, aujourd'hui, à Ascot, dans l'agglomération de Londres, Fiona a rendez-vous avec sa fille. Elle va prendre le risque de nous emmener avec elle lors d'une visite à Émilie. Elle veut dénoncer les conditions dans lesquelles les services sociaux l'obligent désormais à la voir. Pour l'accompagner, nous nous sommes munis d'une caméra cachée. La présence de journalistes est proscrite. Elle nous présente comme une amie. Aujourd'hui, la rencontre se fait en terrain neutre, chez des proches de Fiona. Oh, Émilie, comme tu es jolie! Oh, merci, tu es superbe! Ces rencontres se font en présence de 2 travailleurs sociaux. L'un d'eux est cet homme au fond, en bleu. Armé d'un cahier et d'un stylo, il va scrupuleusement tout noter de ce qui va se dire et se passer entre la mère et la fille. Fiona n'a pas le droit à l'erreur. J'étais tellement excitée de te voir. Tu aurais dû me voir dans l'avion aujourd'hui. J'ai dit au pilote, s'il vous plaît, faites vite. Et il m'a répondu, OK, à vos ordres. Ces contacts obéissent à des règles strictes. Voilà le genre de contrat que les services sociaux imposent à Fiona. La mère ne doit pas murmurer, faire passer des cartes, des messages ou des photos à sa fille. Si la mère n'est pas capable de se contrôler, si elle est trop perturbée et si elle ne peut se ressaisir dans les 10 minutes, le contact sera terminé. Fiona n'a pas le droit non plus de s'en prendre aux travailleurs sociaux, ce qu'elle a pourtant fait lors d'un précédent contact. Les sanctions ont été immédiates. Durant 7 mois, elle n'a pas été autorisée à voir son enfant. Fiona va faire comprendre à sa fille que ce n'est pas de sa faute si elle ne l'a pas vu pendant tout ce temps. Je ne t'ai pas vue, attends une seconde. Octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai. Je n'ai pas pu te voir pendant 7 mois, c'est vraiment long. Tout ce que j'espère, c'est qu'ils ne vont pas refaire ça. M'empêcher de te voir. Après 1 heure et demie passée ensemble, il est déjà l'heure de se séparer. Fiona ne sait pas encore quand aura lieu le prochain rendez-vous. I love you. See you soon. I love you. Ça va me briser le cœur, mais il faut que je retienne mes larmes, que je reste calme, que je me contrôle, que je souris. Oui, c'est ça. Au revoir, merci. Fiona connaît les règles. Jusqu'au dernier moment, elle ne doit pas se laisser submerger par ses émotions. De son côté, Émilie, depuis la séparation avec sa mère, est très perturbée. C'est ce qu'a pu constater l'une des amies de Fiona. Émilie s'est mise à mal se comporter. Elle n'avait aucune manière, elle était grossière, elle piquait des trucs, elle ne disait pas « s'il vous plaît » ni « merci ». Il y avait une vraie différence chez elle et c'était triste de voir qu'une petite fille aussi intelligente, futée, attachante, avenante, je sais pas, c'était tellement pire. Les effets néfastes du retrait pour la petite Émilie sont également constatés par le juge en charge du dossier de Fiona, comme on le voit sur le compte-rendu d'une des audiences. Cette petite fille, heureuse, stable et épanouie, est devenue une enfant nécessitant une aide psychologique
brisé par ces placements successifs. Mais le juge va beaucoup plus loin. Il se demande même... L'enfant encourrait-il un risque réel quand il a été retiré? Et de conclure... Comment a-t-on pu en arriver là? Mais la justice n'envisage pas pour autant de rendre Emily à Fiona. À ses yeux, cette mère en perpétuelle rébellion contre l'institution n'est pas stable psychologiquement. Quand les enfants sont retirés, dans certains cas, ils sont placés à l'adoption. Un processus irrévocable qui se fait contre l'avis des parents. Pour eux, c'est alors la double peine. C'est ce qui est arrivé dans la ville de Cromer à la famille Webster. Aujourd'hui, Nikki et Mark ont 2 nouveaux enfants, Cara et Brandon. Il y a 8 ans, soupçonnés d'être des parents maltraitants, les services sociaux leur retirent leurs 3 premiers enfants. La justice a fini par reconnaître son erreur. Mais depuis, les Webster n'ont jamais pu les revoir. Car leurs enfants ont été adoptés par d'autres parents. Résignés, les Webster savent qu'ils n'ont plus aucune chance de les récupérer un jour. On ne peut pas revenir en arrière. Il y a un trop grand vide, des manques. Il y a trop de choses à rattraper. Ce à quoi je pense à la fin de la journée, c'est que si ça nous est arrivé à nous, ça peut arriver aux autres. Oui, il y a beaucoup d'autres. Et il y aura des milliers et des milliers d'enfants qui seront retirés à leurs parents sans raison. Je sais qu'il y a des enfants qui ont besoin d'être adoptés. Mais occupons-nous de ceux qui en ont vraiment besoin, pas ceux qui sont heureux dans leur famille. La mise en place de ce système d'adoption forcée au Royaume-Uni s'est décidée au plus haut niveau de l'État. Son promoteur s'appelle Tony Blair. En 1997, il est nommé Premier ministre. Il va faire de l'adoption son cheval de bataille pour des raisons très personnelles et peu connues, comme il l'a confié dans cette interview au journal Le Guardian en 2000. Mon propre père a été adopté et n'a pas été élevé par ses parents. Abandonné par sa famille biologique, un couple de forains, Léo, le père de Tony Blair, va trouver le bonheur et la stabilité dans sa famille adoptive. C'est l'exemple de son propre père qui va pousser Tony Blair à lancer des mesures exceptionnelles. Son idée ? Faire adopter le plus rapidement possible les enfants qui sont à la charge des services sociaux. Pour accélérer le processus, il propose des incitations financières aux services sociaux les plus performants. En 2001, il leur envoie cette circulaire. Vous devez augmenter de 40% le nombre d'enfants placés en vue d'être adoptés, et si possible de 50%. Mais cette politique du chiffre ne fait pas l'unanimité, car ces adoptions, et c'est une spécificité anglaise, peuvent se faire de manière forcée, sans l'aval des parents biologiques. Le député John Hemming fait partie des opposants les plus virulents de cette politique, dont il dénonce les effets pervers. Ça partait d'une bonne intention. Le but au départ, ce n'était pas de détruire la vie des gens. Sauf qu'au bout du compte, c'est un vrai gâchis. John Hemming reproche également à Tony Blair d'avoir mis de l'argent sur la table pour accélérer les adoptions. Il y a toujours eu un problème avec la protection de l'enfance en Angleterre, depuis de nombreuses années. Mais c'est devenu bien pire en 2000, quand le gouvernement a offert des millions de livres sterling aux autorités locales pour les encourager à faire adopter plus d'enfants. On le voit sur ce document officiel. Entre 2004 et 2007, 30 autorités locales ont reçu de l'argent pour avoir réussi à atteindre leurs objectifs en matière d'adoption. Au total, plus de 18 millions de livres ont été distribués aux régions, soit plus de 22 millions d'euros. Et l'effet est immédiat.
en particulier chez les enfants de 4 ans et moins. Durant la période Blair, l'augmentation est très nette. En 2007, Tony Blair quitte le gouvernement. Et avec lui, disparaît ce système de gratification financière. Mais aujourd'hui, en Angleterre, plus de 65 000 enfants sont à la charge des services sociaux. C'est trop pour les autorités qui réalisent des campagnes pour promouvoir l'adoption, comme celle-ci. Donnez de l'amour à un enfant, donnez-lui un avenir. Aujourd'hui, il y a 65 520 enfants placés. L'an dernier, seulement 3 050 enfants ont été adoptés. C'est ici, au ministère de l'Éducation, que s'organise la politique en faveur de l'adoption. En charge des enfants et de la famille, c'est le sous-secrétaire d'État en personne, Tim Lawton, qui nous reçoit. Les incitations financières ont disparu, mais la politique d'adoption forcée, elle, continue. Voilà le parcours. Ça commence quand un enfant est placé et ça se termine quand il est adopté. Et ça, ce sont toutes les étapes par lesquelles l'enfant doit passer. Donc on travaille beaucoup sur l'adoption en ce moment, pour la rendre plus rapide, pour attirer plus de gens et pour les soutenir dans leur démarche. Le but étant de supprimer un certain nombre d'obstacles qui pourraient dissuader les gens d'adopter. Parce que le nombre d'enfants adoptés a baissé ces 3 dernières années, alors qu'il devrait pouvoir augmenter. Pour le ministre, l'adoption est prioritaire. Il semble minimiser les dégâts que peuvent occasionner sa politique. Les parents biologiques sont un des obstacles? Pas nécessairement. La plupart des adoptions sont contestées par les parents biologiques. Ils ne disent jamais oui tout de suite. Il y a quelques cas où c'est compliqué, mais la plupart du temps, c'est la bonne décision. Pour encourager l'adoption, le gouvernement félicite les régions les plus performantes. C'est ce que révèle ce document publié par la presse anglaise. Chaque année, les régions sont classées en fonction du nombre d'enfants qu'elles ont réussi à faire adopter. À gauche, les mieux classées. Elles avoisinent les 100% de réussite. À droite, les moins bien classées. Et le bonnet d'âne revient aux services sociaux de Hackney. Seulement 43% des enfants qu'ils devaient faire adopter ont trouvé une famille. Un système basé sur la compétition qui rappelle les objectifs du temps de Tony Blair. Mais le ministre s'en défend. Il n'y a pas d'objectif spécifique en matière d'adoption. On a supprimé tout ça. Alors ça veut dire que tous les gens que j'ai rencontrés mentent? De quel objectif me parlez-vous? Laissez-moi regarder, parce que je pense qu'il y a un malentendu. Ah ça, ce sont des tableaux, pas des objectifs. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons publié des classements pour montrer les performances des régions. Comme ça, elles peuvent voir pourquoi elles sont si différentes les unes des autres. Ce système d'adoption basé essentiellement sur la performance est aujourd'hui dénoncé par de nombreuses associations. Yann Joseph est un ancien conseiller municipal. Il y a 6 ans, il a créé un site internet pour dénoncer l'adoption forcée. Pour lui, le gouvernement actuel reproduit les mêmes erreurs que Tony Blair. Avant, c'était la carotte, maintenant c'est le bâton. Si vous n'atteignez pas ces objectifs, on vous montre du doigt, vous avez la honte, et on vous dit que vous êtes mauvais. C'est ce qu'ils font maintenant. Et ils listent les régions qui n'ont pas atteint leur objectif. Ils ont simplement remplacé la carotte par le bâton. En Angleterre, les enfants ne semblent jamais avoir voix au chapitre. La justice anglaise, contrairement à la justice française, ne tient pas compte de leur avis, même quand ils sont en âge de le donner. Brighton, dans le sud-est de l'Angleterre. C'est là que vit Christina, une adolescente de 15 ans. Depuis qu'elle a été séparée de sa mère, il y a 1 an et demi, elle a vécu le pire en famille d'accueil. Les gens de cette famille d'accueil étaient très méchants avec moi.
La femme était vraiment agressive. Chez eux, j'avais le droit de rien faire. Et je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas ce qui était bien ou mal. Je ne savais pas du tout comment me comporter. J'étais juste enfermée là, dans cette maison. Comme Christina se sentait seule, elle a rencontré un garçon dans la famille d'accueil. Et cela a dégénéré. Il a abusé de moi. Je ne voulais pas avoir de relations sexuelles. Il avait 16 ans et moi je venais d'avoir 14 ans quand j'ai été placée dans cette famille où je l'ai rencontré. J'étais dévastée. Je ne comprenais absolument rien. J'ai juste eu une relation sexuelle avec un garçon plus âgé et il fallait pas. Je voudrais pouvoir me réveiller le matin, être avec mon frère et ma sœur, dans cette maison, être là avec ma maman. J'aimerais vivre avec eux et pas être tout le temps trimballée avec tous ces problèmes. Dans son épreuve, le seul droit qu'a eu Christina, cela a été de changer de famille d'accueil. C'est tout. Nous sommes chez la maman de Christina. Elle a accepté notre présence, mais elle craint la loi britannique qui lui a interdit de répondre à nos questions. Elle a fait une tentative de suicide il y a 2 ans. C'est pour cette raison qu'elle a été séparée de sa fille et de ses 2 autres enfants. Mais Christina, dès qu'elle sort de l'école, passe chez elle. Ah, la voilà, ma petite fille. Quand on parle d'elle... Hello. It's okay. Comme à chaque fois, Christina n'informe jamais les services sociaux quand elle décide de voir sa mère. L'adolescente n'accepte toujours pas la séparation avec sa maman et ses frères et sœurs. Ça devrait être la chambre de ma sœur. Des amis de ma maman vivent là en attendant. Ils sont juste là un petit moment. Là, ça devrait être celle de mon frère. C'est vide parce que personne n'y dort. Et voilà ma chambre. Je l'adore. J'aimerais vraiment rester là. Ma mère l'a décorée pour moi. Elle est trop chouette, ma chambre. Elle me manque tellement. La volonté de Christina de voir sa mère l'emmène régulièrement à se confronter aux services sociaux. Un soir, elle s'attarde un peu trop longtemps chez elle. Sa famille d'accueil s'inquiète. La police fait irruption. Je jouais aux jeux vidéo là sur le canapé. Et 2 policiers, une femme et un homme sont arrivés. Ils m'ont dit « On va te ramener chez toi ». J'ai répondu « Mais je ne veux pas rentrer ». Tout à coup, ils m'ont empoignée. Ils m'ont plaquée au sol, la tête la première. Je criais. Ensuite, ils m'ont tordu le bras, bloqué et tenu les jambes. Je ne pouvais absolument rien faire. J'avais mal et ma mère ne pouvait rien faire non plus. Puis, à la fin, ils m'ont embarquée dans la voiture. Christina passera 12 heures en cellule. Si les policiers ont agi ainsi, c'est qu'ils pensaient qu'elle n'était pas en sûreté chez sa mère. Des policiers qui brutalisent une adolescente qui veut passer du temps dans sa famille, un dérapage que condamne l'avocat de Christina. Si on regarde ce qui s'est passé, imaginons, vous êtes 2 policiers et vous avez en face de vous une jeune fille de 14 ans qui n'a commis aucun crime. C'est une personne vulnérable, en plus, elle est apparemment dans une situation qui la vulnérabilise. Et vous devez la mettre en sûreté. Est-ce que le recours à la force est une bonne option? Probablement non. Pour Christina, c'est l'heure de partir. Régulièrement, l'adolescente explique au juge qu'elle veut vivre chez sa mère. Mais ses demandes sont systématiquement refusées. Allez, Christina, allez. Ne pleure pas, je t'en supplie. Il ne mérite pas tes larmes. Tu es une fille forte. Allez. On va demain. Je te verrai tous les jours, jour après jour. Aussi longtemps que je vivrai, je serai là. Allez, courage.
Ce soir-là, Christina va retourner dans sa famille d'accueil. Ces placements se révèlent souvent catastrophiques pour les enfants. C'est ce que montre une série d'études réalisées par des organismes spécialisés, dont le journal Le Guardian s'est récemment fait l'écho. 20% des jeunes femmes qui quittent leur placement entre 16 et 19 ans deviennent mères dans l'année. 53% des enfants placés n'ont pas de qualification en sortant de l'école. 23% des adultes en prison ont été placés. Pire, les parents qui ont été placés ont 2 fois plus de chances de se voir retirer leur enfant. Retrait abusif, placement désastreux, adoption forcée. Dans des affaires similaires, le Royaume-Uni a été condamné à plusieurs reprises par la Cour européenne des droits de l'homme. Il lui a notamment été reproché de ne pas avoir respecté le droit des familles à une procédure judiciaire équitable et d'avoir violé le droit au respect de leur vie privée. De leur côté, Nikki et Mark Webster espèrent qu'à l'âge de 18 ans, les enfants qu'on leur a retirés feront des démarches pour les retrouver. Christina devra attendre elle aussi sa majorité pour vivre avec sa mère. Les services sociaux considèrent que sa maman n'est toujours pas apte à s'occuper d'elle. Quant à Fiona, depuis qu'elle a témoigné dans notre reportage, au mois d'octobre dernier, elle n'a plus eu le droit de voir sa fille.